Merci pour ces présentations à la fois complémentaires et très intéressantes. Alors, elles ont suscité pas mal de questions. D'abord, une question à Monsieur Zing. Il y a quelqu'un qui se demande pourquoi le taux d'infection le taux d'infection nosocomiale et puis les bactériémies ont augmenté entre 2004 et 2010. C'est parce qu'on a relâché l'attention? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez utiliser les micros comme ça, je vous le dis à tous, vous n'avez aucun bouton à pousser, les micros se mettent Ok. à fonctionner tout seuls. Ah oui, ça marche. C'est la magie de la régie. Allez-y. Bon, la réponse honnête, c'est que je ne sais pas. Et non, c'est vraiment un peu clair. Hein. Ça m'étonnait aussi. Hein. C'est vraiment. Et c'était pas seulement sur cathéter. Hein. C'était tous les infections, tous les bactériémies. Mais oui, vous avez vu que les bactériémies secondaires ont resté stables. Voilà, il y avait vraiment apparemment un problème dans la prise en charge. Ouais. La seule chose que je peux dire, que le projet est venu au bon moment. C'est ça, d'accord. Alors, une question encore pour vous et aussi pour Patricia Albisetti. Il y a quelqu'un qui se pose la question, combien ça coûte en fait la surveillance et l'observance de l'hygiène des mains? Parce que vous nous avez bien montré ce qu'on peut économiser en diminuant fortement les complications liées à ces infections. Mais il y a des gens qui se disent, mais ça nous coûte combien en fait de mettre tout ça en place? Vous avez une idée? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour commencer avec le projet sur cathéter, hein, globalement, nous avons regardé ça une fois combien ça a coûté. Notre institution, c'est dans l'ordre de 500 000 francs quand même, avec tout ce qu'on a fait, avec l'investissement des gens. OK, on était engagé pour ça dans l'institution, mais si on tient ça en compte, ça coûte quand même. On a fait des films, on a réservé des laboratoires de simulation, on a aussi, les soignants ont dû consacrer un peu de leur temps pour ça, et c'est à peu près ça. Mais bon, vous avez vu aussi le résultat. Je crois que tout à la fin, ça valait la peine d'un investissement. Pour l'hygiène des mains, il faut environ consacrer 30 ou 50% de postes une infirmière spécialisée. Alors là, vous pouvez imaginer, ça coûte facilement 50 000, 60 000 par année si on veut faire quelque chose en continu. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est ce que j'attendais à peu près. Ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Faut parler. Alors oui, on a aussi essayé de faire un calcul des coûts, mais je vous dirais franchement qu'on a évité de le dire aux hôpitaux pour ne pas les dissuader de participer au projet. Parce que c'est vrai que c'est toujours une inquiétude initiale. Hein. Quelles sont les ressources que je devrais mettre à disposition? Alors, il y a plus qu'une infirmière, parce que plusieurs personnes, vous l'avez vu, 3 personnes au minimum sont amenées à participer régulièrement à toutes les sessions et à diffuser le savoir. Ça dépend aussi, évidemment, de la taille de l'établissement. L'investissement est proportionnel à la taille. Mais on a des estimations. Je peux me centrer sur les chiffres que vous venez d'avancer. Il est aussi, c'est vrai, difficile après de calculer les économies faites, hein, mais je crois que vous avez été extrêmement clair dans vos explications, j'y reviendrai pas. Merci. Alors il y a des questions autour d'ERAS. La première question, c'est pourquoi pas ERAS sur toutes les chirurgies? Bonne question, effectivement, c'est un petit peu le but. Donc nous avons commencé, comme vous l'avez vu, par la chirurgie colorectale, puis le pancréas et après le foie. Actuellement, nous sommes en train d'édicter les guidelines pour la chirurgie ésogastrique et aussi la chirurgie bariatrique. Il y a aussi dans la chirurgie colorectale la chirurgie non seulement élective, mais la chirurgie d'urgence, qui a maintenant été inclus dans ERAS et qui montre aussi des résultats prometteurs. Donc ça, c'est pour les opérations majeures. En ce qui concerne la chirurgie, entre guillemets, mineure, même s'il n'y a pas de petite opération, pour tout ce qui est par exemple appendicectomie ou cholécystectomie, ERAS n'est peut-être pas forcément la réponse, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas introduire des prises en charge standardisées avec des CARMAP et des itinéraires de soins standardisés. Merci. Il y a 2 autres questions qui sont probablement liées au fait que vous avez dit on ne fait pas de sélection de patients, si j'ai bien compris. Hein. Donc ERAS, c'est pour tous les patients, y compris les patients âgés. Exact. Donc quelqu'un a demandé mais comment vous faites avec les patients âgés? Et puis il y a une autre question autour des sorties précoces. Est-ce que ça ne pousse pas à des sorties précoces? Et comment vous faites pour éviter que ERAS finalement pousse les patients dehors trop tôt, notamment ces patients âgés? Alors effectivement, pas de critères de sélection des patients. Avec les patients âgés, effectivement, quelquefois, c'est un peu plus difficile pour certains items.
Mais ce qui va varier, c'est le taux de compliance à un itinéraire clinique. Donc, c'est-à-dire que pas forcément tous les items seront remplis, mais au moins la plupart seront effectués et montrent quand même une importance. Ensuite, en ce qui concerne le risque de mettre les patients dehors trop vite, c'est vrai qu'au début, un des points clés était le fait de savoir si le taux de réadmission allait augmenter, et on s'est aperçu qu'il est resté similaire. Donc, le fait d'avoir un but de sortie précis à tel jour post-opératoire n'induit pas des réadmissions plus importantes, et donc est une manière sûre de traiter les patients. Merci. Alors, une dernière question à laquelle je propose que vous répondiez l'un après l'autre, parce que c'est une question assez générale, mais qu'on a déjà abordée ce matin, mais qui est super importante. Quelqu'un dit les corps de métier sont au cœur des changements de pratiques médicales. On le voit bien. Alors, comment est-ce qu'on arrive à les fédérer? Comment est-ce qu'on arrive à les saisir de ces changements? Est-ce que c'est au travers de nouveaux processus, itinéraires cliniques? Est-ce que c'est avec plus de communication? Est-ce que c'est des bonus-malus sur la base d'indicateurs qualité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui a bien marché chez chacun d'entre vous? Monsieur Zing ou Docteur Zing? Bon, ça c'est une question. On organise même toute une workshop. C'est automne pendant 2 jours. D'accord. Pour Sur répondre cette à ces question-là. questions. Non, il n'est pas une réponse facile, parce que ce sujet de behavioral change, c'est très complexe, et ça dépend d'un contexte. Et c'est vrai que dans un contexte, par exemple, dans les pays du Nord, en Norvège, par exemple, où les gens ont plus l'habitude de suivre les règles, par exemple, où on respecte, ou un respect pour la qualité, en principe, de changer les guidelines, les procédures dans une institution, souvent, c'est déjà suffisant. En Angleterre, on a fait complètement un autre chemin. On a, dans le NHS, le Public Health England, qui a imposé des targets, des buts, et pousse très fort, avec un bras de fer, des fois, que les hôpitaux atteignent ces buts. Généralement, c'est toujours bien s'il est... Pour donner quand même une réponse plus brève, je pense que on veut changer le comportement des gens, c'est toujours bien si l'initiative vient des gens qui travaillent avec les patients, le grassroots. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Parce que si on aperçoit une telle initiative, c'est absolument nécessaire que l'institution soit fait un tel projet, un projet institutionnel qui a le soutien de toute l'institution. Je pense que si on a ces combinaisons de grassroots approach avec un établissement vertical, de faire un projet grassroots institutionnel, c'est probablement le plus prometteur, à mon avis. Merci. Votre avis sur la question? C'est effectivement une bonne question. Comme vous le savez sûrement, la chirurgie est un peu le royaume des dogmes. Donc ERAS... Non, pas chez nous. Peut-être pas chez vous, mais c'est vrai qu'ERAS combat la plupart des dogmes qui existent depuis plusieurs années. Donc ça a été effectivement extrêmement difficile de faire accepter à certains chirurgiens de perdre leur pratique, telles que la mise en place de drains, les sondes nasogastriques et toutes ces choses. Donc ce qui a dû être fait, c'est une revue de littérature vraiment complète. Tout d'abord. Ensuite, une fois que les guidelines de prise en charge ont été publiés, c'est de montrer que ces résultats sont efficaces. Mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours, et il faut vraiment avoir cette foi pour mettre en doute les dogmes que souvent on nous apprend en se basant sur les données les plus solides possibles. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Je ne sais pas si ce sera le mot de la fin. Mais une méthode qui a fait ses preuves, c'est celle dont on vient de parler, là, ces fameux Breakthrough Collaboratives, hormis la complexité du nom, que le collectif de travail, et franchement, on en a déjà fait 3, on est en train de lancer le 3e à la FHV. Le premier était sur les problèmes liés aux médicaments, éviter les risques liés à la dispensation des médicaments. Le 2e, hygiène des mains. Et ce que j'ai trouvé formidable, justement, au sein des établissements, c'est de voir au fil du temps et au fil des sessions de travail, l'enthousiasme qu'avaient les hôpitaux à participer. Et ça, de manière multidisciplinaire. Il est vrai que certaines catégories professionnelles sont au départ un peu plus réticentes.
je ne citerai pas, hein, je ne dis pas, mais on devine un peu, d'autres tout de suite se mobilisent, mais le fait de se réunir, de montrer les résultats, de montrer les actions, de présenter des histogrammes, on a vu au bout du projet, dès lors que l'objectif est atteint, il y a un formidable effet de stimulation, d'émulation, de manière à ce que tous les personnels soignants fassent le nécessaire. Merci beaucoup. Merci, alors on les applaudit encore une fois. Merci.